Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 14 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'automne de la tempête des dettes. En effet, quand on entend M. Juncker annoncer le doublement du grand plan de relance dans les infrastructures, plan annoncé il y a 2 ans et pour l'instant, pas 1 milliard n'a été débloqué. Mais bon, certains diront que ce sont des promesses d'alcooliques. Ce sont des promesses difficiles à tenir. Si effectivement, d'ici 2020, on injecte 600 milliards, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'en sera surtout une très bonne pour les Allemands, puisque le gouvernement de Merkel n'a absolument rien investi dans les infrastructures depuis la grande crise de 2008-2009. Des économies fort utiles d'ailleurs quand on a une population vieillissante, puisque l'Allemagne a accumulé les excédents et va donc pouvoir les redistribuer à ses retraités, à ses propres retraités, parce que s'il s'agit de redistribuer l'argent si durement gagné aux Grecs, aux Portugais, aux Espagnols, aux Italiens, il est fort possible que le gouvernement allemand ne soit pas d'accord. Alors comment financera-t-on le plan de relance Juncker ? Eh bien, probablement par la dette. Et puis les promesses des candidats à la présidentielle américaine, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump, on est sur des ordres de grandeur de 375 milliards à 600-700 milliards de dollars de relance, là aussi par les dépenses dans les infrastructures. Et puis au Japon aussi, on prépare un plan de relance qui serait fiscal cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on allégerait les impôts des ménages pour leur redonner du pouvoir d'achat après leur avoir ponctionné 2% de TVA il y a 3 ans. Alors évidemment, cette relance fiscale, il n'y a pas un yen pour la financer, ce sera uniquement et intégralement par une nouvelle émission monétaire racheté à 100% par la Banque centrale, ce qui s'appelle donc de la monétisation de la dette. Aux États-Unis, le plan de relance d'infrastructures se fera également par des émissions obligataires et une monétisation de la dette. Et en Europe, si l'Allemagne ne veut pas toucher à son trésor de guerre, eh bien il faudra bien recourir à l'emprunt, c'est-à-dire à la monétisation de la dette. Alors ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que tout le monde a l'air de se réjouir et que personne n'est vert de rage en se demandant mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait dès 2009, dès 2010, bon sang ? À l'époque, l'Europe avait 70% de dette. C'est une moyenne, mais bon, voilà, c'était... la masse d'endettement globale était équivalente à 70% du PIB européen. Et maintenant qu'on franchit la barre des 100 et qu'on ne voit pas comment on n'ira pas à 105, à 110, maintenant qu'on a bien compris qu'on ne pourra jamais faire dégonfler cette dette ni par l'austérité ni par quelque moyen que ce soit, eh bien d'un seul coup c'est all-in, allez, tapis, tout sur la dette. Sans dette, il n'y aura pas de relance. Et avec les dizaines de milliers de milliards de dollars, d'euros injectés par les banques centrales, il n'y a pas non plus eu de sursaut de la croissance. On aurait très bien pu s'abstenir de mettre tout cet argent si, dès le départ, la meilleure solution c'était finalement de faire de la relance par la dette. On pouvait le faire quand on n'avait que 70% du PIB. Mais à l'époque, c'était l'Allemagne qui dictait ses conditions et qui dictait la stratégie. Et le FMI était d'ailleurs sur la même ligne. Il n'y a qu'à voir les plans d'austérité qui ont été infligés à la Grèce et également au Portugal. Donc, on a prétendu tout et son contraire. Après la fuite en avant dans l'impression monétaire, les banques centrales ont l'air de nous dire que elles vont arrêter parce que manifestement on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire et que donc c'est l'économie réelle qui doit prendre le relais avec encore plus de dettes, ce qui signifie que les banques centrales vont continuer de créer de la monnaie sous une façon différente, c'est-à-dire que ça ne sera plus de leur propre initiative, mais ce sera pour répondre à la demande des États. Et cette dette, comment la remboursera-t-on ? Évidemment, c'est la question qu'il ne faut pas se poser. Pour en revenir au fait que les banques centrales sont en train d'envoyer des signaux comme quoi elles vont arrêter d'injecter directement dans les marchés, eh bien les marchés risquent de très mal le prendre. Parce que
ne l'oublions pas. La seule raison d'acheter un emprunt qui rapporte moins 0,40, moins 0,45, la seule raison de l'acheter, c'est de le payer 101, 102, 103, en espérant de le revendre 105, 106, 107, pour respecter ce fameux écart de 3% de rentabilité. Donc si ce moteur-là s'arrête pour les marchés, ça risque d'être aussi all-in à la baisse, parce que si on n'a plus d'espoir de hausse, pourquoi voulez-vous conserver du papier ? Autant le revendre, et puis même revenir au cash, ça vaut mieux que de perdre de l'argent. Et puis l'autre symptôme qui est peut-être inquiétant, ou on ne sait pas trop, c'est que Richemont, un des numéros 1 mondial du luxe, subit une contraction de ses ventes sévère au Japon, moins 25%, assez sévère également en Europe, moins 18%, significative en Asie avec moins 10%, mais avec surtout deux spots majeurs où les ventes se contractent dur, c'est-à-dire Hong Kong et Macao. Mais alors, que se passe-t-il du côté des riches et des ultra-riches ? Que va-t-il nous arriver si ceux-là cessent de dépenser, d'accumuler des objets qui les positionnent socialement ? Que se passera-t-il si les riches sont arrivés également au bout de leur envie de se montrer, de montrer qu'ils sont riches, etc. Là, véritablement, on va dire que la planète s'arrête de tourner. Pour être très très concret maintenant, est-ce que les marchés vont faire une synthèse de tout ce que je viens de dire pour adopter un biais baissier ? On va le savoir très très vite. Si le CAC 40 s'enfonce sous les 4380, si le Dow Jones se file sous les 18 000, si le S&P 500 retombe sous 2080, 2075, oui, on va le savoir effectivement très vite. Mais il va peut-être falloir quand même attendre au-delà de la séance de vendredi, parce que c'est les 4 sorcières, c'est la fin du 3e trimestre, et on ne voit pas quand même les Sherpas du marché lâcher l'affaire, lâcher les indices, alors qu'on est à 2 jours, 48 heures de la fin d'un trimestre, que l'on va quand même essayer de booster un trimestre qui a quand même englobé un Brexit. Mais coup de bol, c'était juste au début du trimestre, donc depuis le Brexit, eh bien c'est de la hausse. Donc si on tire un peu les cours d'ici vendredi, eh bien youpi, ça fera encore un trimestre gagnant pour les marchés.